Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue en ce lundi, comme chaque lundi, dans notre émission Débat News. Et bien sûr, comme vous savez, dans Débat News, nous recevons des personnalités politiques pour débattre, bien sûr, de l'actualité nationale et internationale. À mes côtés aujourd'hui, ce soir, dans notre plateau sur Tunisna TV, nous avons Ahmed Tatar du parti El Tahrir. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités à ce Et bien plateau. sûr, Neji Jaloul du parti El Jumhouri. Merci à vous d'être venu ce soir parmi nous pour discuter de politique. Alors, on va commencer donc ce petit débat, espérons qu'il soit un grand débat, un débat politique. On va commencer par le parti Tahrir, donc à savoir que vous avez fait votre meeting dimanche dernier à Hammamet. Oui. Donc un meeting assez fort quand même, il y a eu beaucoup de monde qui se sont réunis là-bas. À savoir que Hizb ut-Tahrir impose le ton de la tenue. Donc vous avez obtenu votre visa en juillet 2012, ça c'est pour rappel. Après le parti salafiste Jabhat al-Islah, ça c'est le parti salafiste, vous avez eu votre visa après ce parti-là. Hizb ut-Tahrir, on vous a accordé 2,1% d'intention de vote selon le sondage de Sigma du mois de novembre 2012. Au mois de septembre 2012, soit 2 mois après l'obtention de votre autorisation officielle, vous avez récolté 2% d'intention de vote, un pourcentage qui équivaut à environ 160 000 personnes dans le parti. À titre indicatif, et selon le même sondage, donc vous avez dépassé El Massal, qui se situe à 1,5%. Alors, pour revenir à ce meeting, comment s'est passé ce meeting selon vous? C'était un meeting qui est effectué à peu près une fois mensuellement. C'est devenu une coutume pour nous. Nous essayons d'être proches de la population, d'expliquer nos idées. C'est notre lutte, c'est notre vue de l'action politique. Essayer d'orienter, de hausser le niveau intellectuel de tous les partis de la société. Donc le meeting du samedi dernier, du dimanche dernier, à Hammamet, était dans ce cadre. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de présence, ce qui explique... beaucoup de drapeaux noirs qu'on a vus, les drapeaux... les drapeaux, oui, ce sont nos slogans, Voilà. C'est notre drapeau, le drapeau noir. Et surtout, beaucoup de présence publique. Mais ce n'est pas le drapeau de la Tunisie explique... quand même, le drapeau noir. Ah oui, c'est un petit peu... ça fait partie de notre projet que nous présentons à toute la société islamique au départ, bien que le projet islamique est un projet universel, mais il faut commencer par chez soi. Et c'est ce qu'on essaye de faire. D'accord. On essaie de mettre en place notre système, nos objectifs, l'idée du califat, de nouveau sur ses propres terres. Monsieur Jaloul, qu'est-ce que vous pensez de ce drapeau noir, vous, en tant que parti Jumhouri? Est-ce qu'il définit la société tunisienne? Non, de toute façon, tu sais, le drapeau noir, avant tout, c'est un drapeau du prophète. Hein, si tu veux, sur le plan symbolique, c'est tout un drapeau musulman. Mais c'est tout le problème qu'on a avec l'islamisme. Est-ce que la politique, c'est un fait d'humain, d'homme, qui s'est fait dans des pays avec des vocations différentes, ou c'est quelque chose de stagne, c'est un monolithe. Pour nous, la politique, c'est le fait d'hommes, c'est fait pour les hommes, et c'est pour le bien-être des hommes. C'est pas pour le bien-être de l'au-delà. La politique, c'est pour le quotidien. Bon, nous, on fait un drapeau, on est proche du drapeau tunisien. Hein, on s'adapte parce qu'on connaît qu'on a une identité nationale, qu'on a... En fin de compte, moi je suis musulman, hein, il y a un très bon musulman, au Jumhouri on est musulman, mais moi je suis musulman tunisien. Je ne suis pas un musulman indonésien, je suis un musulman d'Ouzbékistan. En fin de compte, j'ai une histoire différente, une identité différente, façonnée à travers des milliers d'années. Moi, j'ai intégré dans mon histoire, mon identité, mon époque carthaginoise, mon époque romaine, et je suis un produit d'un brassage culturel. Malheureusement, Hizb ut-Tahrir, moi je passe par Hizb ut-Tahrir, parce que l'islamisme en général, il essaie de nier cette dimension locale, cette dimension identitaire qu'on a nous, et donner une identité
une identité un peu Religieuse. qui n'est pas réelle. Religieuse, non. Extrémiste. Non, je ne parle. Pour moi, le problème n'est pas un problème d'extrémisme ou un problème de tolérance. C'est un problème d'identité réelle. Définissons-nous, nous, Tunisiens, qui nous sommes. Okay. Alors, on va revenir quand même un peu sur le meeting de Hab Tahrir. On va bien sûr revenir sur le parti Joumouri. Rida Belhaj, donc le porte-parole du parti, il assure que son parti va donner un deuxième souffle à la révolution. C'est ce qu'il a déclaré durant ce meeting, évitant les mots tels que démocratie ou Tunisie. Il refuse le chantage au tourisme qu'on nous sert à l'appel. Je cite ces mots. Ce secteur présente 3 millions de dettes et prend en otage la révolution. Il déclare aussi que des négociations entre Nahda et Nidé Tunis ne sont qu'un jeu de couloir, de l'ombre, une mise en scène qu'il ne prendra plus. Et avant tout, permettez-moi de répondre sur certains points que M. Jalloul a cités. C'est la politique. La politique est un travail d'homme fait pour l'homme, pour ce monde-là. Mais est-ce que réellement ceci pourrait être vrai en Europe? Si par exemple quelqu'un dirait ces mots-là en Europe, ça serait accepté avec toute évidence. Mais en Tunisie ou au Caire ou en Indonésie ou partout ailleurs dans le monde islamique, ceci n'aurait aucun sens. Parce que tous nos actes dans cette vie, nous en serons récompensés un jour ou l'autre. C'est-à-dire que les musulmans sont totalement différents. La doctrine islamique, et c'est là notre différence. Nous mettons un conflit de doctrine, que ce soit en Tunisie, que ce soit dans tout le monde arabe. C'est-à-dire notre vision de la politique, si elle est considérée par certains comme étant l'affaire de l'homme, nous considérons que c'est l'erreur de la démocratie. C'est l'erreur du républicain qui pense pouvoir donner des solutions aux problèmes de l'être humain. Comment définir les diverses relations que peut avoir l'être humain? Ça, où se trouve le problème. C'est-à-dire que pour nous, les solutions aux problèmes de la vie, notre mode de vie, notre vision, notre conception de la vie entière se base sur la doctrine islamique. On va revenir sur ce point-là. Et donc, de cela, par cela, on revient sur l'identité. Est-elle locale, imposée par les accords de Sykes-Picot en 1918, ou sont-elles universelles, comme on le vivait avant, lors du régime du califat? C'est-à-dire que ces idées-là, l'idée démocratique, l'idée du patriotisme, du nationalisme, ne nous a été imposée que par le modèle européen. Il y a une question qui se pose. Est-ce que vous avez-vous besoin de la religion pour diriger? Mes ancêtres se sont battus pour un pays, pas pour un califat. Écoutez, vous proposez une constitution aux Tunisiens. Vous proposez, dans la première, je vous lis votre constitution. Non, vous la proposez au monde entier. Voilà. Au Conseil, aux Tunisiens, aux musulmans et au monde entier. Vous imposez une constitution religieuse à des chrétiens, à des juifs, à des païens. C'est pas normal. Ou bien. Pourquoi est-ce que c'est pas normal? Écoute, vous allez imposer ça. Les États-Unis d'Amérique ont essayé d'imposer. Les États-Unis n'ont pas imposé la constitution aux Tunisiens. Pire que ça. Moi, j'ai bien lu votre constitution. De toute façon, ce n'est pas une constitution tunisienne parce que c'est un plagiat. La constitution, c'est ça. C'est Taqi Nebneheni. C'est ça le livre. Non, c'est la même chose. Je vous lis les titres. C'est les mêmes titres. Ça, c'est la constitution Taqi Nebneheni, fondateur de Hizb Tahrir en Jordanie. Vous avez résumé le livre. Vous savez, en fin de compte, une constitution pondue par un Jordanien dans les années 50, vous allez nous imposer aux Tunisiens et que ça n'a rien à voir avec les Tunisiens. Écoutez, vous êtes un parti politique. Si vous permettez. Vous n'êtes pas une association religieuse. Vous définissez comme parti politique. Vous avez eu un visa d'un parti politique. Alors, parlons politique. Exactement. La religion, moi, je suis un très bon musulman. Pire, moi, je suis un spécialiste d'islam. Je suis un spécialiste de l'islam, j'ai enseigné dans la psychologie. Mes ancêtres sont musulmans, mais mes ancêtres sont musulmans tunisiens. Alors, moi, je suis un musulman tunisien. Mon islam n'est pas celui de l'Indonésie. Mon islam n'est pas celui du Pakistan. De quelle origine vous êtes? Écoutez, ma mère est une hajja. Elle est allée à Mecque 2 fois. Quand elle s'est mariée, elle a fait ça, la Gélois. Ça, c'est une tanite. Elle a fait les syntanites, ma mère. Moi, je suis un Tunisien, pire Tunisien. Moi, je fais la Wissou. La Wissou, c'était les Neptuniens de Neptune, et tout en étant musulman. Écoutez, le fiqh malikite,
Écoutez, le fiqh maliki tunisien, quand je vois l'imam Ibn Araf, qui est un grand imam maliki, faire le monde pendant les Yanaïriens, c'est une fête païenne que les Tunisiens on a fêté. Écoutez, en Iran, ils fêtent toujours le Neyrouz, c'est une fête païenne, mais ils sont toujours musulmans. Écoutez, pourquoi vous tuez les spécificités locales? L'être humain est un produit local. Mais il n'a rien. Vous faites comme les marxistes, vous êtes en fait comme stalinien plus que les staliniens. Vous proposez quelque chose d'uniforme. Et je vais vous dire ça, c'est vraiment du Staline. Vous êtes un parti. Je ne sais pas si vous êtes un parti ou non, je suis désolé. Avec tout le respect, hein, moi je respecte tout le monde. Vous êtes si nous sommes un parti, vous proposez quelque chose à l'humanité, alors que l'humanité n'est pas uniforme. L'humanité, elle est différente. Vous êtes spécialiste de l'islam. Pour 14 siècles passés, les musulmans, avec quoi vivaient-ils? Avec quel fiqh? Avec quelle loi et perception de la vie? Avec quel concept vivaient-ils? Avec les percepts de localité ou des percepts de démocratie ou de séparation de religion de la vie? Mais non, c'est-à-dire que il faut prendre l'islam comme il est. C'est là où il y a une erreur entre l'intellectuel d'aujourd'hui que l'on sent envahi par la culture, dirait-on, séculière ou laïque ou socialiste ou démocratique ou capitaliste principalement, et l'intellectuel qui met les choses dans leur place. Si on parle d'islam, on ne parle pas de politique. Vous qui avez étudié l'islam, vous parlez de certaines traditions, je ne sais pas, à Ouessou ou quelle autre histoire. Vous pensez que c'est bien de fêter à Ouessou? Écoutez, bon, je fête à Ouessou en tant que ça n'a pas de sens. Mes parents fêtent à Ouessou. Politique, mais écoutez, c'est ça l'histoire humaine, le pèlerinage. Il y a deux écoutez, le pèlerinage, le Hajj, on l'a hérité de nos ancêtres. Ça explique ou comment vous l'analysez. Mais écoutez, ça vous avez un problème avec l'histoire. Vous avez un problème. Le Hajj, le pèlerinage. C'est pas musulman, les musulmans faisaient le pèlerinage avant l'islam. C'est pas de ça que je parle. Écoutez, l'islam. Écoutez, dans notre discours, nous avons mis. Regardez, vous proposez une constitution. Vous proposez une constitution à l'humanité. Non, moi vous proposez une question. Non, vous proposez une constitution. Non. Est-ce que c'est à moi la parole? Non, écoutez. Si Jalou, il est à moi de parler. On a donné la parole à Monsieur Tatar. Monsieur Tatar, vous répondez et on a autre chose à faire que de parler, je ne vais pas dire religion, mais on va parler politique, s'il vous plaît. Exactement. Alors, Tatar, donc, Monsieur Tatar, excusez-moi. Donc nous revenons au problème par contre, vous pouvez politique. appuyer votre point après, par rapport à ça. Je suis contre qu'on essaye d'attaquer l'islam en essayant de le mettre à côté comme si, en se basant sur la définition européenne ou française des religions. Là, c'est un problème. Ce n'est pas un culte qu'a la personne envers la divinité. En aucun cas, l'islam n'a été comme ça. L'islam est un État. D'ailleurs, nous fêtons l'année de l'Hégire. L'Hégire est constitué la constitution du premier État islamique dans le monde et qui a persisté pour plus de 13 siècles. Et c'est vrai. Ça, c'est très bien. Donc c'est de la politique. Alors, ce n'est pas des histoires de fêtes ou de bonnes fêtes. On va parler de politique. Je veux revenir sur le problème de l'identité. Alors, le problème de l'identité locale ou universelle, là, c'est un grand problème que l'intellectuel, jusqu'à ce jour, surtout l'intellectuel arabo-musulman, n'arrive pas à assimiler qu'il y a eu une guerre qui a effacé du globe l'État qui représentait leur idéologie, qui était le califat. Suite à cela, il y a eu la répartition du monde par les accords de Sykes-Picot. De là découle ce qu'on a appelé après patrie. Les patries, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Avant, les gens ne connaissaient pas ces frontières. Et jusqu'à ce jour, parfois, ces frontières
n'ont pas lieu d'être, ils n'arrivent pas à subvivre aux besoins des gens. Alors, Monsieur Jaloul. Vous parlez du califat ottoman qui nous a fait des Tunisiens... Je parle du califat... Vous parlez du dernier califat ottoman qui a fait des sur la voie du sujet de la prophétie par rapport à la classe turque. Ah, écoutez, la classe turque, écoutez mes parents se sont révoltés contre le turc qui était de colons. S'il était possible, regardez, on aurait invité Saab Jalil Temimi, qui est un spécialiste du califat, surtout turc, et qui sont venus défendre la Tunisie. Ils ne sont pas venus en sauveur. Ils sont venus en sauveur, ils nous ont défendus. Et d'ailleurs, le même Sousse connaît ça lors de l'invasion des Espagnols. J'ai fait ma thèse sur l'invasion ottomane et je sais ce qu'il dit. Il n'y a pas eu d'invasion ottomane. Il y a eu une invasion ottomane. Il y a eu d'invasions espagnoles que les Turcs, que l'Empire ottoman, ou plutôt le califat ottoman, nous a aidés pour pouvoir... Allez, Monsieur Jaloul, et on passe à autre chose. C'est malheureux d'inverser le rôle des choses. Vous proposez quelque chose d'universel. Khaireddin Barbarousse, bien sûr. Moi, je travaille sur Barbarousse. Écoutez, vous proposez quelque chose... Qui est considéré comme un pirate. Vous faites de la politique. Vous proposez quelque chose d'universel à l'humanité. À l'humanité. Et dans votre article 7, l'apostat. Hein? Vous tuez l'apostat. Vous le tuez, l'apostat. C'est votre constitution, ça. C'est-à-dire... L'article 7. Ah oui, l'article 7. C'est le mortad. Vous le tuez, l'apostat. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, vous tuez l'apostat. Alors, il y a des milliers de musulmans que vous considérez pas apostats. Écoutez. Écoutez. Non. Il y a deux approches. Vous tuez l'apostat, c'est votre constitution, c'est pas la mienne. Écoutez, vous tuez l'apostat. De quelle démocratie vous parlez? Il y a des milliers d'apostats dans ce pays. On n'a jamais parlé de démocratie. De quoi vous parlez? Vous faites allusion avec d'autres partis. Alors, je suis désolé. Le parti de libération, Hizb ut-Tahrir, n'a jamais parlé ni de république, ni de démocratie. Donc faites attention. Vous allez tuer les apostats? Bien sûr. C'est pas nous qui avons... Puisque vous considérez comme apostat, vous allez me tuer. C'est pas vrai. C'est quoi vrai? Quelle est votre qualification du musulman? Écoutez, qui est musulman d'après vous? C'est lui qui croit à celui qui est musulman. On répond vite fait à ça et on passe à autre chose, s'il vous plaît. Allez-y. L'apostat, c'est la personne qui nie la doctrine islamique. Et c'est pas Hizb ut-Tahrir qui vient aujourd'hui mettre ça sur table. C'est-à-dire que si vous voyez les fuqaha, Maliki et tout, l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed, tous les savants musulmans, ont appelé à tuer et ont ordonné la mise à mort du Murtad. Vous allez vendre cet islam aux autres. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la politique? Alors, s'il vous plaît, Hizb ut-Tahrir, le parti Tahrir a fait donc son meeting dimanche dernier à Hammamet. Rida Belhadj, il assure que son parti va donner un deuxième souffle de la révolution. Il a évité les mots tels que démocratie et Tunisie, certes, puisque la démocratie n'existe pas dans leur constitution, dans leur proposition de constitution. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit aussi que le tourisme doit être enlevé, il n'a pas lieu d'être en Tunisie, et que les négociations entre Nahda et Nid Tounes ne sont qu'un jeu de couloir de l'ombre, une mise en scène qui ne prendra plus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, ce que voulait dire M. Rida Belhadj, donc il n'a pas dit, il a juste... le tourisme, là, il a dit, mais comment l'interpréter? D'accord, alors comment vous l'interprétez? Il a dit qu'on ne peut pas bâtir une économie basée sur... Et il a accusé Nahda de la trahir. Hein. Il a accusé Nahda de trahir quoi? De trahir la révolution. C'est-à-dire que la révolution s'oriente vers, suite à l'éveil islamique, Sahwa al-Islamiyya. Aujourd'hui, la charia est demandée par toute la population, que ce soit en Tunisie, en Algérie, dans tout le monde islamique. C'est l'opinion, c'est-à-dire c'est l'opinion publique. Et d'ailleurs, le fait que les puissances mondiales acceptent les mouvements appelés islamiques aujourd'hui, ou islamistes, c'est par le fait que... le parti Tahrir, c'est un groupe fondé à Amman, en Jordanie, depuis 1953. 53, Al-Quds. Voilà, Al-Quds. Alors, il a accusé donc Nahda de la trahir. Il a dit, je cite, c'est quoi cet islam light qu'on a inventé? Un islam génétiquement modifié, un islam pour plaire aux mécréants. Et pour lui, pour M. Rida Belhadj, la politique est l'art du possible et il est temps d'éjecter ce gouvernement de la honte et de la guigne. Bien sûr, parce que réellement, depuis que, d'ailleurs, tous sont complices dans cette histoire, qu'est-ce qu'ils essayent de nous représenter après la Révolution?
La révolution a demandé le changement du système. On a demandé, c'est-à-dire que toutes les populations aujourd'hui arabo-musulmanes exigent le changement du système. On n'a plus envie, on veut plus vivre sous l'hégémonie du capitalisme. On veut revenir comme étant la meilleure umma qui donne des solutions aux problèmes économiques internationaux, chose que peut-être bien ni le Jumhouri ni le Nahdha se proposent à réfléchir. On se prend toujours, on a toujours besoin de l'Occident, des États-Unis, des Nations Unies. Si on a un problème, on n'a qu'à aller à Paris ou peut-être bien parfois à d'autres intermédiaires comme Qatar ou Saoudi, mais jamais l'un d'eux n'a proposé de solution radicale à tous nos problèmes. Par exemple, aujourd'hui, la constitution que se propose l'Assemblée constituante ne fait que copier et coller d'autres modèles. Très bien. D'ailleurs, d'une manière trop lente qui laisse les choses jusqu'à ce jour traîner. Aucun problème, aucun changement. Au niveau, sur le plan économique, sur le plan... Mais on va y venir au plan économique, on va y arriver. Dans quelle mesure, alors là c'est pour les deux parties, dans quelle mesure votre programme s'adapte aux objectifs de la révolution? Jumhouri. Écoutez... Très simple, une question très simple. Non, écoutez, la révolution a été faite... ne m'en parlez de quoi, révolution? Pour moi, c'est le début d'un processus révolutionnaire. Hein. Je préfère le début d'un processus révolutionnaire. En fin de compte, les jeunes qui ont descendu par milliers dans les rues, c'est des jeunes issus, moi je pense, de classe moyenne, des enfants de classe moyenne, des enfants issus de gens instruits, de gens qui sont à la pointe de technologie, et c'est des gens qui ont manifesté un ras-le-bol d'un système qui est devenu un système archaïque, inadapté, mais pas inadapté au califat, inadapté au temps moderne. C'est-à-dire inadapté à la postmodernité. C'est des gens qui veulent plus de liberté, plus de démocratie. Moi, j'étais dans la rue le 14. Hein, plus d'accès au confort et à la vie décente. Ils n'ont ni d'environnement, ni califat, ni barbe, ni charia. J'étais dans la rue, ils l'ont demandé de vivre. C'est un cri de vie, leur droit à la vie, comme les autres jeunes de leur âge, de leur génération. C'est des jeunes qui sont intégrés à Internet, qui voient des jeunes vivre en Europe, qui voient des jeunes intégrés, qui voient... Moi, je suis universitaire. Je voyais pendant des années la détresse de mes jeunes. Je voyais pendant des années des diplômes qui ne donnent à rien. Mais je voyais cette fuite vers l'Europe parce que c'est des gens qui rêvent d'avenir. C'est des jeunes qui s'installent dans l'avenir, pas dans le passé. Et écoutez, aujourd'hui, il faut proposer à ces jeunes... Écoutez, les jeunes actuellement demandent de l'emploi. C'est des jeunes qui veulent travailler. Qu'est-ce que vous proposez? Oui. Moi, je veux voir. Certainement, on ne leur propose pas de retourner aux terres hachériennes. Tu sais qu'est-ce que vous proposez pour les autres problèmes de l'économie tunisienne? Se retourner au mode d'exploitation des terres de Tar Kharajia. C'est-à-dire, en fait, les Tunisiens, puisqu'on a été conquis de force, on paye 2 fois plus que les gens de l'Arabie Saoudite. C'est ça votre problème. Je n'ai pas inventé, hein, c'est votre constitution. En fin de compte, au problème qui s'accumule de notre économie, vous proposez un retour au passé. Un retour au passé. Nous, ce qu'on proposait... Non, c'est un retour au passé, c'est votre programme, c'est pas le mien. C'est votre constitution. Monsieur Jalloul, c'est bien de critiquer le programme des autres, écoutez, mais vous, qu'est-ce que vous proposez? Nous, on a proposé un problème économique. Non, on a proposé, il y avait, bon, je n'ai pas apporté, il y avait le programme du PDP, qui avait un programme étoffé au niveau économique, social, tout ça. Et il y a aussi le nouveau programme du parti Jumhouri. Écoutez, les solutions sont claires. Le problème en Tunisie, il y a un problème fondamental qui s'appelle le chômage. Le chômage, et contrairement à ce que vous faites... Non, le chômage, c'est un réel, ça ronge les gens. Oui. Et de toute façon... Vous connaissez les raisons du chômage? Non, je connais ça. Il ne faut pas sortir d'Harvard pour connaître ça. Oui. Le chômage, c'est investissement. C'est-à-dire, il faut investir, et croissance. Il faut de la croissance pour créer de l'emploi. Hein? Keynes, c'était très bon. Hein? Maintenant, on est dans le stade du marché, de la globalisation. Aujourd'hui, pour que les gens investissent, hein,
il faut de la sécurité. On ne peut pas investir tant qu'il y a une insécurité. C'est pour ça qu'on a demandé... Étranger que vous proposez. Bien sûr, l'investissement étranger. Bien sûr, l'investissement étranger. Le monde est devenu un village. On ne peut pas... Écoutez, les capacités d'investissement tunisiennes sont très limitées. Vous n'avez pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Le système monétaire Écoutez, les Américains acceptent de l'argent étranger. Les Américains, les Français investissent dans... Toute la planète accepte. Les musulmans, nos ancêtres musulmans, ont accepté de l'argent étranger. Écoutez, mais pourquoi cette peur de l'étranger? Pourquoi on est frileux de l'argent étranger qui va donner de l'emploi à mes enfants? Et qui va fait que du mal. Moi, j'ai pas peur des êtres humains. Si vous n'êtes pas non, moi, je suis pas frileux. Ouais, écoutez, il faut de l'investissement étranger. Ils ont mis à bas plusieurs économies dans le monde. Il faut de l'investissement étranger. Ils se suicident aujourd'hui, monétairement, économiquement. Écoutez. C'est pas l'Afghanistan n'a pas d'investissement étranger, c'est pour ça que c'est un pays arriéré. Si vous voulez, on passe ce problème économique parce que peut-être bien, il faut de l'investissement étranger, il faut de l'investissement local, il faut de la croissance. Pour créer de l'emploi, il faut de la croissance. Et pour créer de la croissance, et qu'aujourd'hui, on est des employeurs universitaires, on a proposé d'investir dans ce qui peut le faire, le Tunisien. Qu'est-ce qu'on a investi? On a proposé une infrastructure, investi dans l'infrastructure. On a proposé un réseau d'autoroutes. Je mouris. On a proposé d'investir dans l'habitat. Non, mais c'est des projets improductifs. Non, qu'est-ce que productif? Vous faites des usines pour faire des voitures, on ne le vend à personne. On investit avec les moyens locaux et dans ça a marché aux États-Unis d'Amérique à un certain moment. Alors, on laisse parce que la machine de production... S'il vous plaît, vous répondez à la question, c'est très simple. Sur le plan économique, votre parti a-t-il des solutions pour le chômage? Et que proposez-vous comme solution? C'est très simple. Et bien sûr, votre programme, il s'adapte aux objectifs de la Révolution ou pas? Est-ce qu'il s'adapte déjà? Tout à fait. Bon, pour le projet que nous proposons, ce n'est pas un projet patriotique tel que conçu par Sykes et Picot du début du 19e siècle. Nous proposons c'est-à-dire que là où tout le monde se groupe, l'Europe se regroupe, le côté Est se regroupe économiquement. Les États-Unis sont déjà groupés et forment, avec le Canada et plusieurs autres pays, un autre groupe, un autre pôle économique. Il est du devoir des musulmans aujourd'hui de se regrouper, premièrement politiquement. On ne peut pas parler, c'est-à-dire, d'ailleurs, même l'Europe s'est trouvée face à ce problème politique dans le Chirac. Mais là, vous parlez des musulmans, mais on parle de la Tunisie, des Tunisiens. Alors, la Tunisie peut être le point de départ. On veut des solutions ici. La Tunisie peut être le point de départ du califat et de nouveau, on peut reprendre. C'est-à-dire, c'est un système en bloc. On ne peut pas prendre, c'est-à-dire le côté économique à part, le côté politique le laisser après. C'est un système ensemble qui va ensemble. Alors, ça représente une doctrine. Juste pour vous appuyer sur c'est-à-dire que je veux répondre sur le problème. Vous allez répondre. Juste, votre parti met en avant une révolution industrielle et une agriculture forte, estimant que le tourisme et l'investissement extérieur sont des dangers. Pourquoi ? L'investissement étranger est un danger parce que ça permet de fluctuer d'autres fonds. Ce ne sont pas les fonds internes. On ne peut pas constituer une économie saine par le biais de fonds étrangers. Dès que ces fonds ne sont pas mis à disposition de la nation, pour toujours. C'est-à-dire c'est des fonds qui essayent de produire, de générer des fonds, et des fonds, c'est-à-dire à être rémunérés le plus vite possible. De là viennent les conditions du Fonds monétaire international qui se met même à partir de ces emprunts, à nous dicter des conditions, faire ceci, ne pas faire cela, et investir dans une unité de production de fromage. Une fromagerie, c'est bon, mais produire dans l'industrie lourde, c'est pas bon. Là, il nous est interdit d'investir dans ce qu'on veut. Quand est-ce qu'on peut investir dans ce que l'on doit investir ? C'est lorsque les fonds sont à nous. Mais si les fonds sont étrangers, on devra toujours répondre aux conditions que Bourguiba a répondu avant et Ben Ali aussi a fait. Mais pour construire un État fort et une Oumma saine et capable d'avoir sa propre décision, être libre dans sa décision, dans ses optiques, dans ses choix,
elle doit utiliser ses propres fonds. Les fonds existent dans le monde musulman. Nous avons une solution totale. Voilà, c'est-à-dire que concrètement. les solutions concrètes. Nous remettons en cause même le système monétaire. Le système monétaire qui dépend des devises, non pas des devises, mais du dollar seulement. Non plus essentiellement du dollar, il y a une suprématie du dollar dans le monde entier. Toutes les monnaies se relèvent du dollar. Et les États-Unis n'ont qu'à faire fonctionner la machine pour en imprimer. Vous avez un problème avec les États-Unis, je pense. Hein. Nous avons un grand problème. Vous n'avez pas de problème en tant que musulman avec les États-Unis? Moi, je suis animateur. Je suis neutre pour l'instant. Je vous pose la question. Vous avez un problème avec les États-Unis? Tout le monde a un problème avec les États-Unis. Même l'Europe a un problème aujourd'hui. Comment? Vous avez un problème avec l'Arabie Saoudite? Avec les familles royales qui dirigent des pays. Est-ce que vous avez un problème avec ces gens-là? C'est le fruit du colonisateur mécréant. C'est-à-dire c'est le système de l'Arabie Saoudite n'a pu voir le jour qu'à partir des Royaumes-Unis. C'est l'Angleterre qui l'a Je reviens vers vous, vous allez répondre, mais je suis encore avec le parti. Pour dévier l'idée du califat. Les Saoudiens font tout pour dévier cela parce que c'est les seuls bénéficiaires de l'argent des musulmans, du pétrole, de l'or, de tout. Très bien, ça revient exactement au problème de sécurité, on va y arriver. Jumhouri, vous avez parlé de votre programme très légèrement. Le parti Tahrir a répondu peut-être un petit peu mieux par rapport à ça. Enfin, je ne sais pas, les gens vont voir ça plus tard. Ça nécessite beaucoup de débats. Attendez, ça va revenir. On passe sur autre chose. Le parti Tahrir n'appelle pas à l'usage de la force en général. Mais le parti soutient le djihad. Bien sûr. Comme mode de défense de son pays contre toute invasion de non-musulmans et plus généralement des forces hostiles. Ce qui vient à dire que par rapport, selon le Saint-Coran, je vais citer une ayah, la ayah 34 de la sourate An-Naml, je pense. Hein? Cette sourate-là, je vais la dire en français parce que je ne peux pas la dire en tunisien, en arabe. Ce qui veut en dire en français, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Selon la question par rapport à ça, comment jugez-vous les régimes politiques des familles royales dans les pays du Golfe, qui sont, selon la sourate que je viens de vous citer, contre la charia? C'est sûr. Alors vous allez faire le djihad contre ces pays-là? Vous devez faire du djihad, non? D'ailleurs, très bien, il y a une grande différence entre ce qu'on peut appeler salafiyya al-almiya, les salafites et jihadiyya. Et il y a la salafiyya mais répondez-moi à ça. qui sont... Vous appelez au djihad. Est-ce que ces partis-là, vu qu'ils sont un peu américanés, si je peux dire ça comme ça, est-ce que vous allez faire le djihad contre ces partis-là, alors, contre ces pays-là, puisqu'ils sont... Ces émirats n'ont pas lieu d'être... C'est-à-dire que réellement, il y a un hadith où le prophète dit ce hadith que beaucoup connaissent a été intitulé par Muslim. Il veut dire que s'il a été proclamé un califat, on doit tuer toute autre personne qui se prononce comme califat pour ne pas séparer ou diviser les musulmans. Je reviens vers vous. Le problème de la Saoudie, comme leur système, même le système économique ou même social, ne repose pas sur l'islam. Nous proposons, justement, ils proposent seulement les sanctions et les punitions, c'est-à-dire des sanctions qui émanent de la charia. Mais réellement, est-ce qu'ils répartissent ou voient la vie économique, politique, le moulouki, c'est-à-dire, n'est pas un système de l'islam. Le califat, bien que pour certains qui pensent n'ont pas une idée claire sur le califat, il est élu par l'Ummah. Il est choisi. Il est choisi et élu. Sayyidina Othman, il a été élu par l'homme.
c'est pas une élection moderne comme la fonction. Alors que Sayyidna Omar... Le bay'a et l'élection, c'est pas la même chose. Non, l'élection, c'est un phénomène moderne. Sayyidna Othman a été élu. Non, écoutez, dans la Saqifa, il y a des musulmans qui étaient contre. Ah oui, il y a une partie de musulmans qui étaient contre. Les Ansars étaient contre. C'était pas une élection où il y a l'unanimité. C'est pas une élection. Tous les représentants de la Ummah étaient présents. Ali n'était pas présent. Sayyidna Ali n'était pas présent. Il s'occupait de l'enterrement de Sayyidna Mohammed. Mais il ne représente pas la majorité. Après, il a donné. C'est pas une élection. Je reviens sur la question. Très simple. C'est une question très simple. Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce que vous êtes prêt à faire le djihad contre les rois qui servent les agendas politiques des Occidentaux sur les terres d'islam? C'est très simple. Sur la terre d'islam. Voilà. Le djihad ne se fait pas entre musulmans, réellement. Ah d'accord. Donc ils ont le droit de servir les agendas occidentaux, mais vous ne faites pas le djihad contre les gens qui sont contre. Le djihad n'est pas un moyen de défense contre les Occidentaux. C'est un moyen d'attaque. Nous ne présentons pas un ministère de la Défense, comme vous pouvez le voir dans notre projet de constitution. Mais c'est plutôt un émir du djihad. Et c'est un ministère de... C'est le ministère de... De la Défense. Non pas de la Défense, Ouzarat al-Harbiya. Ministère de la Guerre. De la guerre, voilà. Exactement. Vous proposez un ministère de la guerre, beaucoup plus significatif pour notre optique future, Inch'Allah. Très bien. C'est-à-dire que le djihad n'est pas un moyen de défense. Pour ce qui est de Saoudia et tout, ce ne sont pas des États réellement. Ils sont soutenus aujourd'hui par le colonisateur, c'est les États-Unis et l'Angleterre qui soutiennent ces peuples. Et c'est justement l'un des points de la campagne américaine pour l'éradication de l'islam. C'est ces pions-là qui soutiennent dans nos terres des pions sur l'échiquier international de la géopolitique américaine. L'Arabie Saoudite, ce sont des pions des Américains. Vous en doutez, c'est pas une question qu'on peut se poser entre politiciens. Je sais pas, vous pourrez le poser par exemple à quelqu'un d'autre, mais pas au Hizb ut-Tahrir. Hizb ut-Tahrir a été très clair envers ces États. Ils ne sont en aucun cas des États musulmans. C'est même pas un État musulman. Nous considérons que l'État musulman est absent depuis 1924. Aucun autre État n'a pu le remplacer. Ni le Qatar, ni les Émirats, ni le Maghreb de Amir al-Mu'minin. D'accord. C'est une fausse idée. Ok, donc on va passer sur autre chose. On va passer sur les événements de Douar Hishr. On a vu beaucoup de violence. On a vu un imam qui a été tué par les forces de l'ordre. On a vu un imam qui a été emprisonné. Alors selon vous, le parti Jumhuri, question de sécurité des événements de Douar Hishr, quel est votre sentiment par rapport à ça? Moi, je pense que le problème du salafisme est un problème très compliqué. Il faut réellement traiter la question d'une façon très rationnelle, parce que c'est un phénomène où le social, vous savez, pendant 20 ans, le modèle de développement catastrophique de Ben Ali a créé de la marginalité. Douar Hishr, Hayt Tadamun, écoutez, autour de chaque ville tunisienne, à Sousse, à Hammamet, il y a ce qu'on nomme une ceinture de misère, c'est-à-dire l'exclusion. C'est-à-dire le modèle de développement qui est catastrophique. Et nous, au Parti Jumhuri, la première chose qu'on ait changé ce modèle de développement. C'est-à-dire un modèle réellement destiné sur créer de la richesse, de la croissance, mais une croissance dont le Tunisien n'en profite pas. Et en fin de compte, c'est un modèle petit à petit qui a créé de poches d'exclusion ou de misère. En fin de compte, dans ces poches de misère, tout se développer. Alors, il y a le problème du salafisme. Pour moi, bon, on l'appelle salafisme, mais en fin de compte, ces jeunes salafistes, c'est des gens, pour moi, comme eux d'ailleurs. Moi, j'ai une théorie que je dis qu'ils sont aussi laïcs que moi. C'est-à-dire, c'est des gens qui demandent à vivre correctement, à travailler, à manger, à dormir. Non, ils sont laïcs. Ils sont laïcs. Je vous demanderai pourquoi ils sont laïcs. Ils sont plus laïcs que moi, parce qu'ils ne demandent pas de solutions pour les anges, ils demandent des solutions pour leur quotidien. Ils demandent à changer le quotidien. Comme c'est des enfants qui n'étaient jamais à l'école ou peu à l'école, ils s'expriment dans le seul langage qu'ils connaissent. Moi, je m'exprime dans un langage politique. Moi, j'ai fait des études. Alors, je parle de démocratie, d'impérialisme, ça. Et lui, le seul langage qu'il connaît, le religieux, parce que c'est un héritier, il s'exprime à travers le langage religieux. En venant, il est exactement... Ce jeune salafiste, aujourd'hui, qui, dans les quartiers, il est exactement comme le jeune dans le Manar,
il a un certain ras-de-bol, il exprime, et malheureusement, maintenant, qu'est-ce qu'elle propose l'étalement? C'est le tout police. Moi, je pense que Ben Ali a essayé 2003 la solution policière, ça n'a pas réussi. Le problème au salafisme en Tunisie, c'est un problème social, c'est un problème de croissance, c'est un problème de travail, c'est un problème de niveau de vie, et c'est un problème de dignité humaine. C'est des gens, écoutez, pendant des années, écoutez, regardez, dans les salafismes, remarquez quelque chose, leur pire ennemi, c'est la police. Leur pire ennemi, c'est la police. Mais pourquoi la police? Parce que le seul pouvoir qu'il avait, c'est la police. Il n'avait pas d'autre pouvoir, il n'avait ni belle école, ni discipline. Il y avait le pouvoir, c'était le pouvoir. Alors pour eux, le symbole, le Maroc, c'est la police. C'est pas parce que les gens qui détestent le symbole. Écoutez, alors, ce qui se passe à Daouej, moi je considère c'est un cri d'alarme. Il est temps qu'on résout le problème social, qu'on résout le problème de chômage, le problème d'insécurité. Et là, on en finira avec l'extrémisme. Parti Tahrir. Oui, bon, pour nous, c'est un complot, comme l'a mentionné dénoncé M. Belhaj. Tout à fait. On ne voit pas ça comme étant un événement séparé de toute une mise en scène. Et c'est amplifié aussi. Ça s'amplifie. Malheureusement, on ressent la présence de beaucoup d'intervenants qui devraient être beaucoup plus responsables, parce que mettre le feu dans la scène politique tunisienne, ou surtout dans la scène sociale, c'est très grave. Et c'est là le problème de beaucoup d'intervenants politiques qui ne présentent aucune solution. Même si, par exemple, moi, par respect, le Hizb al-Jumhouri, depuis le Mawqif, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est des gens qui essaient d'être fidèles à leurs idées, beaucoup plus que d'autres, mais il y a certaines personnes qui n'interviennent dans la scène politique que pour des raisons personnelles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Nous avons vu l'apparition de la tornade Nida Tunis. C'était une suite à des événements de Abdelliya, de Ndroshnouam. Il y a eu beaucoup de vagues, beaucoup de vacarmes, rien que pour nous annoncer qu'il va falloir avoir aussi une idée Tunis en Tunisie. Je pense que nous faisons appel à tous les musulmans, que ce soit de Nida Tunis, Hizb al-Jumhouri, nous n'avons aucune discrimination. Au contraire, nous sommes là pour les orienter. Nous ne pensons pas que les gens sont des koffars. C'est pas vrai. Je sais. Surtout pour Hizb Tahrir, nous essayons, nous pensons que même notre conflit d'idées, bien que certains portent des idées que nous pensons être des idées kofr, c'est vrai, mais nous ne disons pas que les gens sont des... Très bien. Alors, concernant aussi les protestations... Donc c'est un appel, pour conclure, oui, à la responsabilité, surtout du gouvernement, qui laisse les choses traîner. Je me rappelle, si M. Neji était là, c'est-à-dire les premiers événements d'Ansar Sharia. C'était pour Nusra Manah al-Sharia. Il y a eu les événements face au théâtre. C'est des gens qui ont fait des choses pour lesquelles ils n'ont pas été punis. Et de là, c'est devenu la boule de neige. À chaque fois, lorsque les gens ne sont pas punis, ça les encourage d'une part. Et d'autre part, on ne punit pas aussi les véritables responsables. Très bien. Alors, tout ça pour revenir aussi à la mort de 2 salafistes. Donc jeudi dernier et vendredi dernier, 2 salafistes qui étaient en grève de la faim suite aux événements de l'ambassade des États-Unis. Événements donc de protestation devant l'ambassade des États-Unis que M. Belhaj estime que les protestataires sont sortis pour venger le prophète, mais aussi pour contester la politique des Américains. Et que la réaction des forces de sécurité était exagérée, d'autant plus que ces derniers-là, donc les forces de sécurité, auraient dû laisser plus de champs libres aux protestataires pour s'exprimer. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Oui, il a la responsabilité, certainement, mais bon, aussi, il ne faut pas aussi accabler le gouvernement. Bon, écoutez... D'ailleurs, l'un d'entre eux était votre étudiant, je pense. Oui, c'est Mohamed Bakhti, Mohamed Bakhti, c'était mon étudiant. Le problème, j'ai l'impression que c'est un problème de l'appareil policier et de l'appareil et des prisons. En fin de compte, la Nahda, quand elle est au pouvoir, elle a tout désorganisé en pensant faire du neuf. Parce que c'est ça l'esprit islamiste. On ne construit pas ce qu'il y a.
hein, en fin de compte, écoutez, moi je suis prof d'histoire, mais je suis spécialiste d'histoire militaire. Il nous faut 4 ans pour former un officier. Il faut 10 ans pour former un vrai directeur agent de sécurité. Quand on a détenu, elle a tout désorganisé. Et ça, c'est le produit d'une mauvaise gestion des prisons, d'une mauvaise gestion de l'appareil du ministère de l'Intérieur. Et le résultat, il faut s'y attendre. L'autre, écoutez, une grève de la faim sauvage, ça peut aussi entraîner la mort. Hein. Ça aussi, ça fait partie de la nature des choses. C'est regrettable, mais je crois qu'il ne faut pas exploiter politiquement cet événement. D'accord. Alors, c'est Tatal, monsieur Tatal, par rapport à la mort de ces 2 salafistes. Par rapport à leur mort, nous ne pouvons qu'incriminer, c'est-à-dire se laisser faire. Après tout, pour nous, le ministre ou le gouvernement est responsable des gens qu'il a en premier lieu entre leurs mains. C'est-à-dire que ces 2 gens-là ont été sous leur emprisonnement, en attente, suite à une arrestation. Des événements du 14 septembre de l'ambassade des États-Unis, et qui ont été arrêtés pour, jusqu'à présent, leur problème était qu'ils n'étaient pas... Ils étaient en attente d'un procès. Et que le chef d'inculpation n'était pas encore clair, rien n'était clair au bout de 2 mois ou plus. C'est-à-dire, et laisser des gens mourir d'une grève sauvage, je pense que même Ben Ali n'a pas fait ça. Hein. C'est regrettable. On en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est un pays... Et c'est là où la liberté se trouve confrontée à ses limites, à ses propres limites. Très bien. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Alors, il y a aussi une polémique. On a vu le viol de cette jeune femme par les forces de l'ordre. Monsieur Belhaj, le porte-parole, considère qu'il faut 4 témoins pour authentifier un viol selon la charia. Oui, bon, elle n'a pas été violée par les forces de l'ordre, mais par 2 agents, deux agents qui se sont... mais pour ce qui est, ça a été clarifié. On a dit que même si, parce que suite à cette... Mais est-ce que ces propos sont graves quand même? Il faut 4 témoins. Non, vous n'avez pas compris il faut ce qu'il a dit, témoins, il a dit que pour inculper les gens de zina, je ne sais pas comment c'est grave. Il faut avoir 4 mais pas le fait, mais pas le c'est-à-dire mouch al-ta'nif. Ce n'est pas la violence. Non, les policiers ont qualifié la femme en état de fihal zina. Et le ministère de l'Intérieur les a rendus coupables de zina. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de justifier les actes des agents qui ont commis le crime. Alors il a dit, Rida, il n'a pas parlé de ta'nif, je ne sais pas comment, l'agression des agents. C'était pas pour ça qu'il demandait les 4 témoins. C'était l'inverse. Pour qualifier la femme de zénia, il fallait avant ça de 4 témoins. Ça, c'est selon la loi islamique. Monsieur Jaloul, par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est Rida Belhaj, qui est un ami à moi, il s'est planté totalement. Je suis désolé pour lui. C'est pas une affaire d'adultère, ça c'est une affaire de viol. Exactement. Ça n'a rien à voir avec l'adultère. En islam, il faut 4 témoins pour le viol, pour l'adultère. Zina, pas pour le... Ça, c'est un cas de viol, d'agression. Et ce qui est encore plus lamentable, c'est des gens de l'ordre. Aujourd'hui, c'est une femme qui a été violée par quelqu'un qui devait assurer sa sécurité. Oui, et ça, ce qui est grave et dramatique, et qu'on trouve encore... Écoutez, le viol, c'est quoi? Non, écoutez, là, c'est pas Rida Belhaj, je crois que c'est pas un violeur. Lui, c'est quelqu'un de très gentil. Non, c'est pas Rida Belhaj qui a violé, il ne peut pas être violeur, c'est Rida, c'est juste... Non, mais ne pas défendre... Je lui reproche de défendre l'indéfendable. Défendre le viol, c'est un acte. Le viol, c'est un... Il n'a pas défendu le viol. Non, il a dit oui, c'est possible, il faut 4 témoins. Mais non, il a plutôt pris position contre la position du ministère de l'Intérieur.
je lu à travers la presse ce qu'il a dit. Écoutez, Justement, ça, il fallait voir la déclaration. il n'a pas dit, c'est pas grave. C'était une déclaration c'est pas grave, mosaïque. c'est pas grave. Mais le fait de ne pas condamner, écoutez. Il a condamné l'adultère. Non. Parce qu'elle a été... Mais on n'est pas dans un cas d'adultère, on est dans un cas de viol, d'agression. Bien sûr, une jeune il a parlé femme qui sort avec son mari, elle est agressée. Moi, j'ai une jeune fille de 23 ans. Et le viol, c'est un meurtre. Demander à femme violée, c'est quoi? C'est une femme déshumanisée. Le viol, c'est grave. Et la loi tunisienne, elle était excellente parce qu'elle punit sévèrement le... Mais ça, c'est une mentalité. Moi, je connais un juge d'extrême droite en Italie, qui a condamné une femme violée parce que pourquoi elle sort? Parce que ça vient d'une mentalité. Une femme, ce que vous dites, une femme, dans votre constitution, votre famille, bien sûr, la femme, c'est un objet. Je sais, elle n'a pas à être là-bas, une femme. De toute façon, la femme n'a pas le droit. Elle relève de la mentalité ambiante, traditionnelle. Qu'est-ce qu'elle a à foutre là-bas avec un homme? C'est ce que le ministère de l'Intérieur a dit. C'est ce que le ministère de l'Intérieur a dit. Je m'en fous. Il a dit pour que le ministère de l'Intérieur qualifie l'acte, la femme qui était avec son présumé fiancé d'adultère, il faut quatre témoins. Ceci ne justifie pas le viol des agents. C'est ce qu'a dit Rida Belhaj. Mais essayez, on essaie de... Parce que vous connaissez déjà Rida Belhaj, il ne serait incapable de qualifier le viol d'adultère. Essayez d'être un petit peu... Il faut être... je pense rendre le dialogue beaucoup plus profond que de revenir sur ces points-là. D'accord. Alors, surtout qu'il a essayé de clarifier l'opinion publique sur ces déclarations. Alors, clarifier, il a dit que la position du ministère de l'Intérieur qui a la femme, la jeune fille et son fiancé d'adultère. Il a dit pour pouvoir dire cela, il faut déjà 4 témoins. Et le cas s'est présenté avec Sayyidina Omar, l'un des compagnons du prophète, qui a vu un couple dans une situation d'adultère. Ils lui ont dit, si vous n'avez pas 3 autres témoins avec vous, vous êtes passible d'une autre punition de 80... Sayyidina Ali. Non. Donc, c'est ça qui est le problème. C'est que Moghira Boun Chaba, c'était un sahabi qui était dans ce cas, pour vous montrer qu'en fin de compte, jamais la société humaine, elle n'est définie par des textes. Celui qui était dans le cas de viol, c'était un compagnon du prophète, et dans la sunna, malheureusement. D'accord. Justement, ça nous amène à demander à vos 2 partis respectifs quelle est la place de la femme dans la société aujourd'hui. Selon la femme, le parti, comme vient de le citer, j'ai oublié la traduction exacte de la définition. Je vais peut-être bien le dire en arabe. Pour nous, la femme est principalement عرض وربة بيت وأم وربة بيت وهي عرض يجب أن يصان. C'est-à-dire, on a essayé de qualifier la femme par ce qui la distingue principalement. Ça ne veut pas dire que c'est une restriction. La femme, des jours du prophète Mohammed, a participé au djihad, elle a participé dans le législatif musulman. C'était un juge de Husba que M. Jaloul connaît très bien. Il a même apporté un bouquin concernant ce type de juge. C'est un juge qui n'est pas assis dans son bureau, mais au contraire, c'est un juge qui court, qui est mobile et qui essaye de trouver et qui est capable de donner des sanctions aux infractions qu'il trouve directement. Des jours de Omar ibn al-Khattab, une femme qui est connue, j'ai oublié son nom, je suis désolé, elle était juge Mta Husba. La femme a toujours participé. Parce que la Hasba est apparue à l'époque abbasside. Non, c'est pas vrai. Jamais. La Hasba, historiquement, je suis un historien de la Hasba, j'ai le livre de la Hasba. La Hasba, on ne parle pas de la Hasba, on parle de la femme. La Hasba. Vous parlez de la Hasba, là. On parle, mais principalement, la Hasba, elle était du jour du prophète
qui lui-même exerçait les actes du juge de Hasba, et c'est de là que le Khilaf al-Abbasiyya, c'est vrai, l'a passé, elle a réglementé, et cette réglementation l'a jugée comme une spécialité des juges islamiques. Comme Souleymane al-Qanouni a apporté aussi certaines, non pas des transformations, mais une nouvelle organisation, comme Sayyidina Omar ibn Khattab a aussi apporté la place de la femme d'autres moyens administratifs. Qu'est-ce que vous proposez dans votre programme pour la place de la femme, justement? La place de la femme, elle est ancrée, c'est notre sœur, principalement. Ce n'est pas un instrument de désir ou un instrument satanique, ou comme l'ont qualifié plusieurs idéologies. Sa place est évidente dans la société, c'est le foyer, c'est une mère, c'est elle qui éduque les enfants. Et principalement, c'est ce qui la distingue, c'est ce qu'on n'arrive pas, si j'ai lu à faire lorsque nos enfants sont malades. Elles le font beaucoup mieux que nous. On ne peut pas les égaler. Non, moi, je le fais très bien. On ne peut pas les égaler sur ça. Moi, je fais très bien. Vous avez une chance. Écoutez, parlons franchement. C'est très si distingue la femme de l'homme. Parlons franchement. Dans votre constitution, la femme n'a pas le droit au pouvoir politique. C'est vrai, elle n'a pas le droit d'être qualifiée. Elle n'a pas le droit d'être juge. Écoute. Non, elle a le droit d'être juge. Non, là, c'est votre article 119. Yomna, écoute, c'est votre article. Vas-y, Akra. يعتبر القضاء ولا تكون قاضي قضاة ولا قاضيا في محكمة المظالم ولا أمير. Elle ne peut pas être juge. Elle peut être petit juge comme ça, oui, qu'on cache un peu. Qu'on cache, écoutez, c'est le chef des juges. Écoutez, il relève directement du califat. Non, écoutez, laisse-moi parler. Elle ne peut pas être qadi al-madhalim. C'est quoi qadi al-madhalim? Je connais les madhalim en islam. Elle ne peut pas être qadi al-madhalim, c'est-à-dire elle peut être prononcer des sentences. Donc, le madhalim, c'est ce qui couvre à peu près... C'est la seule autorité capable dans le système du califat, capable d'enlever le califat. Ça relève du pouvoir. Et puisque nous considérons le madhalim en islam, c'est tout ce qui est criminel. Non, c'est pas vrai. Bon, écoutez, on va pas... Tout le monde sait que... Elle ne peut pas être juge. D'accord. Le messager de Dieu a dit... Le parti Jumhouri, la place de la femme dans la société, elle est où? Chez eux, elle ne peut pas... Elle est partout. Elle ne peut pas être gouverneur. Elle va être partout. Écoutez, elle ne peut pas être gouverneur. Elle fait de tout. Elle ne peut pas être juge. Ça, c'est dans le parti Jumhouri. Écoute, c'est sûr. Il y a des métiers pour hommes et des métiers pour femmes. Ça va très bien. Elle n'a pas le droit de se mêler aux hommes. Et avec Bourguiba aussi. Ah là, je vous constitution, votre constitution. Elle ne peut pas se mêler aux hommes. L'une des plus grandes. Allez-y, lisez. 118. تمنع الخطوة بغير محرم ويمنع التزوج وكشف المرأة أمام الأجانب. Elle ne peut pas se mêler aux hommes. On ne peut pas travailler si on se mêle pas aux hommes. C'est votre question. Je ne lis rien, moi, je lis votre constitution. Je parle d'islam. Vous nous prenez pour des musulmans comme vous. Moi, je suis musulman. Écoutez, moi, je suis musulman. Et un très bon musulman. Ma femme, elle est prof à l'université. Ma fille à l'université. Ma femme est une bonne musulmane. Écoutez, la femme... Et on fait la prière. Écoutez. Et on fait le jeûne de Ramadan. Écoutez, la femme... Écoutez, on vient vous accepter que la femme est un citoyen à part entière. Bien sûr. Et qu'elle a les mêmes droits. Elle a le droit de faire... Comment un citoyen à part entière ne peut pas être gouverneur? Elle a le droit d'élire, de participer aux élections. Elle a tous les droits, sauf... Vous êtes comme Le Pen, vous. Le Pen, les immigrés n'ont rien. Les immigrés en France ont plus de droits que nos femmes. C'est pas vrai, les femmes... Mais écoutez, c'est votre constitution, c'est pas la mienne. Votre modèle français ou républicain c'est pas français. Américain. Écoutez, c'est un musulman. Moi, ma mère est musulmane, elle a tous les droits. Qu'elle a commencé à participer aux élections. Quel islam vous parlez? C'était même pas un citoyen jusqu'au début du 19e siècle. De quel islam vous parlez? Du laïsme. Les femmes musulmanes ont gouverné. Oui, elles ont gouverné. Shajar ad-Durr était princesse sultane d'Égypte. Shajar ad-Durr était reine d'Égypte en islam. Écoutez, on a des mines. Non, écoutez. Comme aujourd'hui, on trouve. Moi, je suis historien, vous n'êtes pas historien. Shajar ad-Durr a gouverné. Shajar ad-Durr a battu les Mongols à Ain Jalut dans ce sens. Le calife, votre calife, a été égorgé. Votre calife a été égorgé par les Mongols. Et ces mêmes Mongols étaient battus par une femme, une bonne femme musulmane qui s'appelle Shajar ad-Durr à Ain Jalut. Écoutez, une femme, ou bien c'est un être humain
un citoyen Voilà, le parti à part Jean-Marie, entière, voilà. ou bien moi, je trouve que c'est scandaleux qu'au XXe siècle, on fait des demi-citoyens, de quart de citoyens. Au parti de la au XXe libération. siècle. C'est de l'apartheid. Si XXe siècle, si Jeloul, C'est de l'apartheid. notre modèle. C'est de l'apartheid, ce qu'on Écoutez, fait. Je suis notre désolé. modèle. Moi, je suis le père de 2 filles et elle vivra jamais, Si ma Jeloul, fille, si sous Jeloul. votre autorité, parce que moi, j'ai élu une fille pour تمشي. qu'elle soit l'égale de لازم l'homme. تبعد فنلندا باش ما Non, non, تعيش non, en Tunisie. Ah, nous non, avons non, un je n'irai pas en projet. Finlande. Je vivrai sur cette terre. Nous Mon père avons est un résistant. projet de Mon père a pris les armes contre les généraliser Français. l'islam Je suis un dans le enfant de califat résistance haïlien. jusqu'aux Et mon père États-Unis s'est battu pour que et au ses filles Canada. vivent dignement. Non, pas au Canada, Bien en sûr. Tunisie. Bref, Ma mère avait autant de droits notre que... projet Non, non, va écoutez, atteindre, non, non, Inch'Allah, non, non. même les États-Unis. Ma mère n'est pas afghane, n'est Qui pas reste saoudienne. votre Ma mère est modèle. une vraie Tunisienne. Écoutez, ce que je veux dire. écoutez, je suis désolé. Alors, je suis désolé. C'était par rapport à la question donc, de la place de la femme dans vos partis respectifs. On va passer à une autre question. Et notre secrétaire général est une femme, nous. Oui, et Madame je suis Maïjri. très fier Alors- que Mme Maïjri soit notre secrétaire général. Alors, Ceci n'empêche pas qu'elle soit secrétaire Elle peut être générale. secrétaire générale de Hizb Tahrir? Elle peut l'être. Ah, tiens. Elle peut. Nous avons des membres. Nous avons des membres. Secrétaire général de Nous Hizb avons Tahrir. une porte-parole. Vous n'aurez jamais une femme secrétaire générale. Je suis Nous avons désolé. une porte-parole Oui, une porte-parole, de ce Soudan. Notre porte-parole est une femme. C'est pas vrai ce que vous dites. Votre vision de la femme est très négative. Et vraiment, là, Avec tout mon je respect, retrouve le fondement de la campagne américaine parfois dans certains de vos dires. Non, je parle pas de campagne, non. La quatrième ligne directrice que la campagne américaine utilise pour l'éradication de l'islam et de l'idéologie musulmane. Écoutez, le régime islamiste en Tunisie est le quatrième, américain, c'est les n'importe médias. quoi. Regarde ce qu'ils disent. La quatrième ligne directrice est représentée par les médias. Armes très puissantes que tout le monde connaît, qui restent toujours sous leur pouvoir, utilisées par le monde occidental dans la campagne contre l'islam. Les médias, voilà ce qu'ils représentent, permettent une formidable diffusion des idées de base de cette campagne, accolée à la religion islamique, une image repoussante. Non, c'est pas l'islam qui est repoussant. On est contre comment découvrir nos femmes à des étrangers. Je ne sais pas si vous l'admettez, c'est l'islam qui demande aux femmes de se couvrir. qui êtes tous des musulmans. comment une femme peut... Écoute, l'islam demande aux femmes de se voiler. Bien sûr. Où ça existe, ça? Ça Ça n'existe pas dans le Coran. Moi, je suis spécialiste du Coran. Il n'y a rien dans le Coran. D'autre part, ils font des déformations. Le voile n'est pas coranique. Sont représentés par le visage des fondamentalistes extrémistes, terroristes, violents, j'ai pas dit contre terroriste. la femme. Tout ça, allez contre la femme. Elle doit être Parce que vous faites un citoyen de deuxième zone. Vous faites un demi. Elle n'a pas le droit d'être juge. Moi, ma fille, elle fait du droit. J'ai envie que ma fille soit juge. J'ai envie que ma fille, parce que l'enfant du voisin... C'est le chef des juges. Écoutez, ma fille, elle est en sciences Il relève du gouvernement. Non, moi je parle... Ma fille, elle est en sciences juridiques, une fille brillante. Hein? Alors que le fils de mon voisin est médiocre, il peut être juge, ma fille n'a pas le droit de juge, parce que c'est une femme. C'est pas vrai, on n'a pas dit ça. C'est ce que vous dites. Mais non, juste deux exceptions. Alors. Il y a 3 exceptions. Les 3 exceptions, le califat, elle ne peut pas être calife. Voilà. Écoutez, président. Écoutez, si elle n'est pas calife, c'est parce que Rasulullah c'est pas vrai, c'est pas un hadith, ça. Ça, c'est un hadith. C'est un hadith très douteux. C'est un hadith très douteux. Et très douteux, ça fait. C'est un seul hadith. Il devient douteux. Ahad. C'est pas un hadith. Ça a été ahad. Hadith ahad. Je connais bien ce hadith. C'est un hadith ahad. Il était douteux, maintenant il devient ahad. C'est un hadith ahad. Écoutez. C'est un hadith. Écoute. Le bonhomme. Écoutez, le bonhomme, tous les hadiths, la chaîne de l'économie, du politique, écoute, je connais ce du hadith. social. La chaîne de transmission est douteuse. Laissez-le parler. Quelle chaîne de transmission? Laissez-le parler. Mais arrêtez, on redirige ce débat, s'il vous plaît, on redirige ce débat vers la femme. On a terminé avec la femme, on a compris qu'elle ne peut pas être calife. Elle ne peut pas être aussi wali, elle ne peut pas être gouverneur, wali, elle ne peut pas être Je pense qu'on va poser la question autrement. Qu'est-ce qu'elle peut être, la femme? Elle peut être juge, husba. Elle peut être un ingénieur. D'ailleurs, nous avons beaucoup de membres ingénieurs. Non. Dites-moi, c'est quoi le hasba? Le hasba, c'est un non, le hasba, c'est quoi, c'est le juge de hasba? Non. Moi, j'ai le livre de hasba. Elle ne peut pas l'être parce que c'est le chef des juges. Elle peut être hasba. On va revenir sur le hasba. Mais qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'elle peut être, la femme, s'il vous plaît, dans
Le parti Tahrir. Au-dessus du système juridique, il y a ce qu'on appelle Qadi al-Madhalam. C'est une instance qui, je ne sais pas comment, dont le ressort est de voir les affaires que le calife c'est le madhalam du calife. Donc, de là, il est normal qu'elle ne soit pas membre de cette institution. Parce qu'elle relève du pouvoir. Nous, on le dit clairement. C'est le hadith de notre prophète. On ne cherche pas d'autres prophètes. Ni Jean-Jacques Rousseau, ni Marx. Rousseau. D'accord. Alors, la femme, elle ne peut pas être calife, Calife, juge des juges, et gouverneur. Ou, comment dire... Elle n'est pas obligée aussi de travailler pour pouvoir vivre sa vie. C'est à l'homme de subvenir aux besoins de la famille. À elle, est-ce qu'elle a le droit de travailler? Oui, elle a le droit de travailler. On l'a jamais dit. Pas tous les métiers. Hein. Pas tout, hein. Pas tous les métiers. Pas tous les métiers. D'accord. Bien sûr, même l'homme n'a pas le droit à tous les métiers. D'accord. Il y a beaucoup de métiers dont l'homme n'a même pas le droit. Une question que je vous pose. Que reprochez-vous aux laïcs et aux démocrates? De faire du copier-coller par rapport aux philosophies qui nous sont importées de force par l'Occident. Et aujourd'hui, c'est ce que nous reprochons à la scène politique locale, de ne pas viser l'intervention étrangère. Beaucoup de questions se posent. Nous, on pose la question, où sont les richesses de la Tunisie? Le pétrole, le gaz, l'or, les mines, tout ça reste à côté du discours politique, là où on peut avoir aussi beaucoup d'avertissements de par la communauté internationale. Monsieur on Jaloul. trouve personne qui parle de ça. Que reprochez-vous? Alors que Hizb ut-Tahrir le proclame dès le début où on a pu nous exprimer en plein. Alors, parti Jumhour, et que public. reprochez-vous au parti Tahrir ou aux salafistes, aux extrémistes? On leur reproche quelque chose d'extraordinaire, vivre en dehors de l'espace et du temps. C'est des gens qui vivent en dehors de l'espace et du temps. Nous sommes en plein dans l'espace. Vous êtes en dehors de l'espace et du temps. Nous dessinons l'avenir. Premièrement, vous n'arrivez... Le nouvel ordre mondial et toutes les manigances américaines sont faites pour nous. Votre problème, vous n'avez rien compris d'islam. Pour le type de républicain ni de mouvement islamique que vous pouvez représenter. Laisse-moi parler, je vous laisse parler, je vous écoute. Alors écoutez, allez-y. Écoutez, la première reproche que vous n'avez rien compris de l'islam. Merci. Oui, je suis désolé. Vous le comprenez. Vous êtes désolé. Moi, je comprends très bien l'islam. Je suis un spécialiste d'islam. J'ai des livres publiés sur l'islam. Et ce soir-là, je suis un très bon musulman. Écoutez, vous nous filez la charia comme ça vient de Dieu, alors que la charia, ça vient de l'homme. C'est un pur produit humain. La charia, c'est un fait d'homme. On dit que Dieu, ou shara, on ne dit pas que Dieu est le faqih. Le fiqh, c'est du droit musulman. Cheikh Fadl Ben Achour appelle ça qanoun islami. Alors, vous nous filez, par exemple, le code 113, al-aradhi al-ashriya ou al-aradhi al-aqriya, comme ça vient de Dieu, alors que ça vient des Romains. Ça vient du code théodicien. Ça vient d'un code romain. Tout ce que vous faites comme fiqh, le fiqh, écoutez, vous êtes en train de comprendre que tout le loi tunisienne... Vous avez apporté l'autre livre. J'ai plein de livres. Il ne faut pas seulement le... Non, j'ai plein de livres. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres. Vous savez, ce que vous pensez que ça vient de Dieu, ça vient des hommes. Mais ça vient des hommes dans un passage. Écoute, j'ai lu... Vous verrez que nos fondements se basent principalement sur le Coran, la Sunna... Non, le Coran ne parle pas des terres... Sunna, mais quelle sunna vous parlez? De quelle sunna? Il y a des milliers de sunna. Écoutez, il y a des milliers de sunna. De quelle sunna vous parlez? Écoutez, vous n'êtes pas sunnite, vous, Tahrir. De quelle sunna vous parlez? Non, on n'est pas sunnite. Vous êtes sunnite, vous? C'est vous êtes... Votre mérite, c'est que vous n'êtes en dehors de... Vous êtes sunnite, vous? Bien sûr. Vous êtes sunnite? Vous êtes malikite? Allez, seulement les malikites Vous êtes ash'arite? Vous êtes ash'arite? Non, allez... Vous êtes hanafite? Il y a 5 dans la sunna. Il y a les dahirites, il n'y en a plus, sauf si vous êtes dahirites. Il y a les malikites, il y a les hanafites, il y a les hanbalites. Vous êtes hanbalites alors. Mais dites-moi, vous êtes quoi? Académique. C'est quoi? Il y a 5 écoles sunnites. Nous sommes sunnites. Écoutez. Il y a 5 écoles sunnites. Vous posez la question et vous répondez. Écoutez, qui vous êtes? Alors, si Jaloul, si vous posez la question, je pose qui vous êtes. Moi, je suis malikite tunisien. C'est bon? Sunnite, ash'ari.
Je suis sunnite ash'arite. Vous n'êtes pas ni sunnite, ni malikite. D'après vos propos tout de suite, vous n'êtes... Parce que les malikites n'acceptent pas les femmes au pouvoir. Qui vous a dit ça? Mais qui vous a dit ça? Lisez les malikites. L'Il-Maziri. Il a une femme. Écoute, l'imam El-Maziri, au XIIe siècle. Je vais vous présenter. Écoute, lisez El-Maziri. Lisez les codes tunisiennes, parce que vous ne croyez pas à l'école Maqasidi tunisienne. Lisez El-Maziri, vous allez voir. On est musulmans. Mais on a une autre compréhension de l'islam. On laisse répondre M. Tatal, allez-y. Alors. Réellement, Hizb Tahrir. Réellement, oui. C'est-à-dire sur ce plan-là, voilà. Je vais essayer d'aider Si Jaloul pour mieux comprendre les choses. D'accord. Il y a les sunnites. Les sunnites, c'est-à-dire ceux qui... La différence entre les sunnites on va passer sur autre chose. et les chiites. Oui, les sunnites et les chiites. Et vous n'aimez pas les chiites, vous? C'est pas une question vous n'aimez pas les on chiites. pense que... je ne peux même pas répondre. Laissez-le répondre. J'ai votre livre que vous n'aimez pas les chiites. C'est Jaloul, on lui laisse répondre. Allez-y, monsieur. Nous pensons que les chiites ont fait une grave erreur en considérant que Shara, c'est-à-dire le législateur, pour nous, qui est Dieu, représenté par le Coran et la Sunna, a désigné le califat. Pour eux, le califat est désigné. Il est désigné de par les fils de Sayyidina Ali. Pour nous, la différence entre Sunna et les chiites, c'est que nous pensons que le législateur n'a pas désigné d'héritier au trône, au pouvoir. Le califat n'est pas désigné. Il est élu. Il est élu par les musulmans. D'accord. D'un commun accord. Alors, le parti Tahrir... Hizb Tahrir, nous sommes des sunnites. Dans ce sens, nous pensons que pour nous, le savant fondateur du parti de libération est revenu aux sources. C'est-à-dire, il a fait ce qu'a fait l'imam Malik, ce qu'a fait l'imam Shafi'i, ce qu'a fait l'imam Ahmed ibn Hanbal et Abu Hanif. Il est revenu aux sources sans pour autant imiter. Nous pensons que l'histoire du monde musulman, c'est-à-dire qu'être mélikite est dépassé. On ne peut plus être mélikite, mais on a le droit de revenir à la manhaj al-nubuwwa. C'est-à-dire, on revient aux sources. S'il a les facultés d'être un savant plénier, c'est-à-dire mujtahid mutlaq, il peut revoir et lire le Coran lui-même, d'avoir sa propre interprétation en matière de musaqat, de Qira al-Arazi. Mais réellement, en termes de sources, il se rapproche beaucoup, pour le Hizb Tahrir, au madhab al-Shafi'i. C'est des sunnites, plutôt shafi'ites. On passe à autre chose, vite fait, s'il vous plaît. En quelques minutes, le parti Jumhur, et que pensez-vous de l'Assemblée nationale constituante et de ses travaux aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, comme le parti Jumhur, au début, on était contre la constituante. Je trouve que c'est une erreur monumentale, mais c'était le vœu du peuple tunisien. Ils l'ont voulu de constante. La constituante nous a cassé un processus révolutionnaire. Et il y avait un slogan qu'on a beaucoup entendu dans la rue, c'est la rupture avec le passé. Il y a des gens qui... Nous, on a pensé la rupture avec la dictature. Une minute chacun. Alors, la rupture avec le passé, des gens d'autres compris, c'est la rupture avec tout un passé millénaire. Et j'ai peur que... Moi, j'ai ramené le brouillon de la constituante. Le brouillon actuel, c'est une régression par rapport à la Constitution de 1959. Très bien. Et aux acquis de 59. Monsieur Tatal. Je vous repose la question. Donc, l'Assemblée nationale constituante et ses travaux, qu'est-ce que vous en pensez en tant que parti Tahrir? Concernant ces travaux, notre position est très claire. Nous considérons que les lois, toute prescription légale, l'interdit, le permis, est du ressort du législateur. Ce législateur n'est pas le peuple. D'ailleurs, tous les musulmans sont d'accord sur ça. Ce n'est pas une constituante. Je ne suis pas d'accord. Le peuple législateur, pour moi, je suis désolé. Allez-y. En majorité, tous les musulmans commencent à comprendre cette idée, c'est que nous considérons qu'Allah est le législateur qui a le droit c'est l'arbitre de notre mode de vie. Il nous permet d'identifier l'interdit, le permis, et ce n'est pas à quelques experts de constituantes ou d'inconstituantes qui vont nous apprendre à la Pourtant, les fuqaha, c'est des hommes. Les législateurs, c'est des hommes. Alors, on termine s'il vous plaît. Dernière question. Avez-vous des conseils pour le gouvernement actuel?
Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement actuel aujourd'hui? Moi, j'ai pas beaucoup de conseils, mais la seule chose que je dirais au conseil, Ah, ça y est. à ce gouvernement, écoutez le peuple. Vous avez échoué, lamentablement échoué. Corrigez-vous, parce que nous, on veut pas... on veut la paix, on veut la stabilité, et commencer par devenir un gouvernement pour tous les Tunisiens, pas pour une partie des Tunisiens. Très bien. Monsieur Tattal, en quelques secondes, des conseils au gouvernement? Pour nous, une des conditions principales, parce qu'il y a des conditions principales pour le califat, parmi elles, c'est la capacité de gouverner les gens. Si quelqu'un n'est pas capable, ni mentalement, ni intellectuellement, il n'a qu'à laisser aux gens, aux fuqaha, qui sont vraiment awliya al-umma, c'est les gouverneurs, c'est les yeux de la umma. Eux seuls sont capables de donner des solutions. Cette expérience qu'ils ont eue leur prouve. Il faut revenir aux fuqaha, aux gens qui savent ce qui est... Monsieur Ahmed Tattal, merci du parti Tahrir d'être venu donc, sur notre plateau. Merci beaucoup à Monsieur Neji Jalloud du parti El Joumour. Et c'est la fin de cette émission de Débat News. J'espère vous retrouver lundi prochain à partir de 9h. Merci à vous et bonne soirée sur Tunisna TV.